Bonjour à tous, bienvenue. C'est le retour des matinales B2B organisées par Aressi, une édition encore hybride puisque nous sommes en partie ici dans les studios Epoca et puis toujours à distance connectés pour pouvoir partager avec vous toute l'actualité et les informations autour du B2B. Comment réussir sa campagne ABM en 10 étapes? C'est la réponse à laquelle on va répondre ce matin. Je me présente, je suis Laurent Olivier, je suis un des directeurs associés de l'agence Aressi. L'agence Aressi étant l'activité, l'agence B2B au sein du groupe Epoca. Une édition organisée avec le cercle du marketing client. Et donc, on va tout de suite accueillir tous les membres du cercle et notamment Florent Argentier qui va souhaiter la bienvenue à tous ses membres. Je lui passe la parole pour présenter le cercle et souhaiter la bienvenue. À toi, merci Laurent. Bonjour à toutes et à tous. Donc Florent Argentier, président du cercle marketing client. Le cercle est très heureux de s'être associé avec Aressi et Epoca pour ce webinaire. Deux mots sur le cercle marketing client. Je crois qu'il y a une slide vous avez beaucoup d'informations sur le cercle. Le cercle, c'est une association de professionnels du marketing client. Donc, on regroupe des gens qui sont passionnés par leur métier, qui ont envie d'apprendre, de confronter leurs opinions et qui aiment se rencontrer. Alors, on organise en général des rencontres sous forme de conférences, de débats, parce qu'on est un réseau. Alors, il est évident que cette période de pandémie est peu propice aux rencontres. Néanmoins, on s'est mis à la mode du webinar et on a décidé d'organiser des webinars et de le faire comme ici en association avec d'autres contenus qui nous semblaient extrêmement intéressants et c'est le cas aujourd'hui. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite soit à suivre notre page LinkedIn, soit à aller voir notre site internet et je vous donne rendez-vous également pour les prochains webinars qui sont affichés sur le slide que vous avez ici. Je te rends la parole Laurent et je vous souhaite un excellent webinaire à tous. Merci. Un mot également juste pour présenter l'agence et ses expertises en général. Hein. Donc, on est 200 collaborateurs sur les 3 métiers que sont les RH, le corporate et le B2B, avec cette vision qu'une agence doit être aujourd'hui hybride, c'est-à-dire faire travailler tous les métiers, qu'ils soient en interne, faire converger l'ensemble des messages vers la cohérence de communication. Et notre métier numéro 1, c'est de synchroniser l'ensemble des étapes qui sont aujourd'hui multiples dans une campagne de communication. Et voilà des exemples de nos clients avec lesquels nous travaillons. On va donc, pour cette édition dédiée à l'ABM, accueillir aussi Catherine Boger de Larocque, qui est directrice marketing de CCH Tagetik, et Matteo Arango, qui est Head of Media Desk B2B au sein de Aressi. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Catherine. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que présenter Tagetik? Oui, bonjour Laurent. Je suis donc Catherine Boger de Larocque. Je suis directrice marketing de CCH Tagetik en France. CCH Tagetik, en quelques mots, nous sommes éditeurs de logiciels, donc d'une plateforme de pilotage de la performance qui s'adresse aux directions financières et qui leur permet d'adresser différents process de la finance, du contrôle de gestion au corporate finance. Donc, au sein d'une plateforme unifiée qui leur permet d'adresser tous ces process de façon collaborative, agile et fluide. Et Tagetik, nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Wolters Kluwer depuis quelques années. Alors, voilà, et nos cibles sont les directions financières. C'est important. Voilà, nous préciser effectivement les cibles direction financière. Alors, peut-être être encore plus précis, quelle typologie de direction financière? Alors, les comptes qui sont appétants à Tagetik, ce sont plutôt les grandes entreprises. Donc, quand on va définir notre liste de comptes, nos cibles, les critères qu'on va utiliser sont notamment le chiffre d'affaires. Notre territoire, c'est la France. Et voilà, après, il y a différents critères qu'on va utiliser pour définir nos listes cibles. Donc, dans les campagnes que l'on mène ensemble, hein, il y a 2 grands objectifs. Un objectif de brand et un objectif de business. Est-ce qu'on peut dire un mot sur ces 2 objectifs? Alors, l'objectif principal pour nous en tant qu'éditeur, c'est évidemment de générer des leads et d'apporter du business à notre équipe commerciale, mais aussi de travailler sur la marque,
d'améliorer la notoriété de Tagetik en France, et l'ABM va nous permettre d'agir sur ces deux leviers. Et donc, concrètement, est-ce qu'on peut dire pourquoi le choix de l'ABM? Pourquoi vous avez choisi cette stratégie? Alors, l'ABM, ça nous permet déjà d'être pertinent, de proposer à nos cibles, uniquement à nos cibles, des contenus qui les intéressent. Évidemment, le fait d'adresser, ce qu'on va voir après, d'adresser nos displays uniquement à une liste dédiée, ça nous permet de rationaliser notre budget et du coup de pouvoir en faire plus. Merci Catherine pour cette introduction. Je vous invite aussi à découvrir dans la plateforme à droite la zone de chat où vous pouvez poser vos questions. On y répondra à la fin, mais n'hésitez pas à poser vos questions. Avant de répondre concrètement à la question de quelles sont les 10 étapes pour bien réussir sa campagne, on va juste peut-être faire un petit retour en arrière sur qu'est-ce que l'ABM et comment ça se situe dans l'écosystème, je dirais, des stratégies que l'on peut activer. Donc, on a tous l'image de ce gros chalutier, ce qu'on appelle plutôt de la outbound marketing, où on a des actions très push, mais effectivement, c'est un peu cette idée où on va racler l'ensemble de l'écosystème client partenaire et donc on va pas être très pertinent dans le ciblage. On a vu apparaître des mécaniques plus précises qui font apparaître un peu et attirer des écosystèmes la plus cohérents, qui est l'inbound marketing, où on va vraiment avoir cette idée d'attirer naturellement par la production de contenu et une présence sociale active, alors que l'ABM, on est vraiment dans cette idée d'aller partir à la pêche au gros, et donc d'être vraiment dans la stratégie d'aller chercher des entreprises cibles définies par différentes critères qu'on aura qu'on aura déterminés en amont. Donc, en fait, si on reprend et qu'on compare les deux stratégies, l'inbound, on est plutôt dans ce entonnoir où on va d'abord attirer les visiteurs par des différents contenus sur le site, on va les inciter à remplir des formulaires, puis on va déployer du nurturing et entretenir cette relation, notamment par toutes les mécaniques d'email automatique. Et à la fin, on va faire un tri entre ce qui n'est pas vraiment un lead, ce qui est un lead potentiel, ce qui est un étudiant, etc. Donc, on est vraiment dans cette idée de l'entonnoir et dans lequel on va filtrer. Alors que l'ABM, on est vraiment dans la stratégie inverse, où on va d'abord se dire quelles sont les entreprises cibles. Ensuite, on va même faire souvent un travail de se dire dans les entreprises cibles, quels sont les personas que l'on veut adresser. Et après, on va adresser une campagne le plus personnalisée possible et ensuite essayer de construire une relation qui va d'abord essayer de rentrer dans l'entreprise, puis d'ouvrir les potentiels dans cette entreprise en construisant une relation dans le temps et en essayant de faire l'upselling, le cross-selling. Peut-être qu'on peut redire un mot sur globalement Tagetik et cette approche ABM. Oui, alors là, tu as mis différents formats. Donc, l'idée, c'est de pouvoir proposer des rapports, des enquêtes, différents formats à nos cibles. L'objectif, c'est de répéter le message. Tout en rationalisant notre budget, comme je te le disais tout à l'heure. Pour nous, c'est la répétition du message qui va être importante auprès d'une cible qui est déjà extrêmement sollicitée. Et donc, on peut parler un peu de ces différents types d'ABM. Donc, on en a 4 ici que l'on peut activer plus ou moins selon les stratégies. Donc, en haut à gauche, qu'on appelle les Dream Accounts. Donc, c'est vraiment les comptes que l'on rêve d'accéder. On va vraiment mener une action très spécifique sur ceci, ce qu'on appelle les lookalikes. On a déjà des références dans ces comptes et donc dans des comptes similaires. Et donc, logiquement, on doit pouvoir pénétrer dans cela parce que on a à la fois des références et une légitimité. Greenfield, en général, on veut attaquer une nouvelle verticale ou une nouvelle zone géographique et on va travailler sur une liste définie. Et deepening, c'est vraiment l'idée de se dire, j'ai déjà une porte d'entrée, comment je vais essayer de vendre plus, comment je vais passer du produit A au produit B pour faire ce fameux upsell et cross-sell. Et donc, voilà un peu les différentes approches. Et donc là, il faut être soit très personnalisé dans l'ABM one-to-one, à de plus en plus automatisé et programmatique dans l'ABM Tier 3. Concrètement, on y va. On va dresser ensemble les 10 étapes. Donc, première étape, c'est de parfaitement coordonner les équipes sales et marketing. Et en ABM, vous l'avez vu, on commence
par cette étape. On travaille en amont clairement à réunir les équipes sales et marketing, notamment pour clairement définir qui fait quoi. Hein, ça paraît tout bête, mais qui va s'occuper de traiter les leads à quel moment. Donc, il y a vraiment un alignement des équipes, l'alignement des objectifs. Et là, nous, on essaye d'influer pour faire en sorte que la rémunération des commerciaux et la rémunération variable des équipes marketing soient vraiment alignées. Parce que si on n'est pas sur les mêmes objectifs, eh ben c'est clair qu'on va pas faire en sorte que les gens travaillent vraiment ensemble. Aligner aussi les reporting et peut-être faire en sorte qu'on n'ait qu'un seul reporting pour l'équipe commerciale et pour l'équipe marketing et qu'on n'ait pas deux reporting différents parce que globalement, on doit faire en sorte de travailler main dans la main sur les mêmes objectifs. Et puis aligner les cibles, et c'est pas la plus mince à faire, c'est de faire en sorte qu'on soit vraiment d'accord sur une liste partagée. Ça demande du temps à faire, il faut être agile parce que ça peut être mis à jour à fur et à mesure, mais c'est vraiment une étape indispensable. Alors juste, je voulais reprendre un petit exemple de cas vécu. Hein. Par exemple, souvent les commerciaux disent on veut cibler Bouygues, mais Bouygues, ça veut dire quoi? Parce que Bouygues, c'est à la fois une entité construction, un groupe, la partie immobilier B2B, la partie immobilier B2C, un groupe de télécom. Donc, il faut vraiment rentrer dans les détails, à la fois dans les régions où il y a plein d'entités, même juridiques différentes. Et donc, il faut faire ce travail vraiment d'alignement et de précision en amont avec les cibles. Alors, peut-être Catherine peut témoigner. Comment ça se passe au quotidien avec les commerciaux, cette notion d'alignement? Est-ce que vous travaillez de main dans la main, en amont, à quelles étapes? Oui, alors c'est extrêmement important. Chez Tagetik, donc on a une réunion hebdomadaire sales et marketing. Et le marketing est impliqué dans la plupart des réunions commerciales et notamment les réunions de territory planning qui se font régulièrement. Qui nous permettent, nous, d'être au courant justement de quels sont les comptes prioritaires. Et ça, c'est vraiment une volonté de notre direction qui aligne les deux équipes. Et ça fonctionne, à mon avis, que comme ça. Il faut qu'il y ait une volonté de la direction de l'entité pour que ça fonctionne. Alors, c'est là où nous, l'agence, on joue aussi un rôle de casque bleu, souvent je dis, où on va être au milieu et neutre et chercher à faire en sorte que les choses se disent et que la conversation se fasse et que parfois les messages ne sont pas toujours faciles à passer. Nous, on va aider à faire ce travail-là. Deuxième étape, définir sa reason why. Donc là, c'est un travail aussi important à faire, de définir en ABM ce qu'on appelle l'idéal customer profile. Donc, c'est vraiment l'entreprise cible idéale avec tout l'ensemble de ces critères. Et puis, on va descendre ensuite quels alibis par rapport aux personas que l'on a définis, hein, donc les directions dans les comptes, quel alibi on va aller chercher pour rentrer en contact avec eux. Alors, est-ce que c'est la notion de nomination, par exemple? Nous, on aime bien travailler sur cette idée. La personne, elle vient d'être nommée à un poste, on va essayer de rentrer en contact avec elle en se servant de cet alibi. Est-ce qu'on a des informations parce qu'il y a une levée de fonds, il y a un déménagement et donc il y a une opportunité de proposer quelque chose? Ou même parce qu'on détecte des intentions. Et donc là, on va mettre des capteurs de visite sur des sites web et on va détecter une intention ou une recherche sur une thématique. Et puis enfin, tout simplement, on peut se dire que on a une réponse pertinente à des enjeux singuliers et qu'on est totalement légitime. C'est notre raison de prendre contact avec eux. Troisième étape, créer une campagne personnalisée. Donc, c'est le propre même de l'ABM. Il faut que les campagnes soient le plus personnalisées possible. Alors, ça demande néanmoins un certain effort. Et donc, il va falloir trouver le juste équilibre entre faire des contenus totalement personnalisés ou des contenus partiellement personnalisés. Alors voilà, on va vous montrer un peu ici des exemples. Un contenu sectorisé, c'est un contenu sur lequel on va essayer de personnaliser le discours par rapport à une verticale. Si on adresse le retail, on adresse l'agro-food, on adresse la santé, on va personnaliser le contenu. Ça peut être simplement personnaliser des visuels et du vocabulaire. On va ensuite, on peut faire des contenus personnalisés à une seule entreprise. Hein, et donc là, on vise vraiment un compte sur un objectif particulier. Et encore plus haut, on peut faire du contenu co-réalisé avec la cible. Et donc là, on va travailler, donc en général avec des grands comptes. Ça va être par exemple faire une étude ensemble avec un institut d'études qui va être un peu le tiers neutre dans la démarche, mais de faire en sorte qu'on produise et qu'on apporte de la valeur
à la cible par le contenu. Ce qui importe, c'est de personnaliser sa porte d'entrée. C'est-à-dire le premier contact qu'on va avoir avec cette cible, il faut essayer de le personnaliser au maximum. Là encore, à chaque fois, ça demande de l'effort parce qu'il faut personnaliser les vignettes, les contenus, et donc il faut adapter selon la taille de la cible, le potentiel de business. Première chose à personnaliser, c'est les vignettes sociales, ce qu'on va diffuser sur LinkedIn. Nous, on recommande de les personnaliser, ou les bannières web. Ensuite, on peut personnaliser, on l'a dit tout à l'heure, la couverture, le titre d'un e-book. Puis, on peut intégrer dans cet e-book des témoignages, des chiffres clés liés à la verticale que l'on adresse. Et puis enfin, on l'a vu, on peut vraiment faire des contenus exclusifs ou une étude avec le client. Attention néanmoins, lorsqu'on personnalise que le titre, par exemple, ou que la photo, de ne pas être trop déceptif entre la perception de la personnalisation et la réalité de la personnalisation. Ici, vous avez un exemple d'une campagne qu'on a réalisée pour Alcatel-Lucent sur LinkedIn où on a adressé différents marchés, vous voyez, la santé, ensuite l'éducation, l'hôtellerie, et donc les contenus étaient les mêmes, mais on a vraiment travaillé le texte et aussi la partie visuelle, on avait décidé que ça ne soit pas une image, mais plutôt un texte qui était Rainbow, parce que c'était le titre, le nom du produit, et donc on a travaillé vraiment la personnalisation de ce visuel pour chaque marché. Après, le contenu était le même. Ensuite, un autre exemple de ce qu'on a fait pour 3M, où on vend des casques de protection EPI, où là, les vignettes ont été personnalisées, que ce soit pour le BTP ou que ce soit pour des marchés de la chasse ou au même produit. Néanmoins, les vignettes ont été personnalisées et le texte a été personnalisé. Autre exemple de personnalisation, là, on va encore un cran plus loin parce qu'en fait, c'est Train Expo qui est un client de l'agence qui cherche qui commercialise des trains pour en faire de l'événementiel. Et donc là, il y a vraiment une stratégie ABM qui a été faite pour toucher une liste de comptes. Et à ces listes de comptes-là, il y a eu des vignettes. Donc, vous voyez l'exemple pour Auchan, l'exemple pour EDF, qui ont vraiment été personnalisées. Et on s'est basé là, la reason why, la raison de prendre la parole, c'était l'anniversaire. On a identifié que Auchan allait avoir bientôt 60 ans, que EDF allait avoir 75 ans, et on leur a fait une proposition sur LinkedIn avec une vignette personnalisée pour leur dire « Et pourquoi vous ne fêteriez pas votre anniversaire dans un train expo ?» Et l'e-book que vous voyez en dessous, par contre, était le même. C'est juste la vignette qui était différente. Et ça a vraiment un gros impact parce que les gens se disent sur leur LinkedIn, puisqu'ils font partie de EDF ou qu'ils font partie de Auchan, c'est vraiment un message qui est extrêmement personnalisé. Autre idée encore, là, c'est Hérésie Group pour Google Cloud avec les éditions du Cherche Midi qui ont été rédigés des livres, mais vraiment des livres au sens pas e-book, des livres imprimés par le Cherche Midi, pour faire des prospectives sur des biographies prospectives sur des top décideurs du CAC 40, et donc qui ont été envoyés ensuite physiquement pour rentrer en contact avec elles. Autre idée encore, et je terminerai là-dessus, c'est ce qu'on fait pour Hyundai Entreprise, où là, on écrit beaucoup de contenus qui sont ensuite diffusés sur le blog, sur les plateformes digitales et sur le web, en association avec la marque. Et donc, quand Hyundai Entreprise veut rentrer en contact avec toutes les équipes de LeasePlan, il y a un article spécifique qui est rédigé et qui est diffusé. Pareil pour AL2 et Automotive. Voilà tous ces exemples de contenu personnalisé. Alors, ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Donc, c'est pas toujours possible. Et là, c'est là où il faut être un peu malin. Donc, je vais demander à Catherine un peu de nous témoigner de comment ça se passe chez Tagetik pour la production de contenu, les assets, comment vous faites? Catherine? Non? Oui. Oui, voilà. Donc, chez Tagetik, on produit différents types d'assets, donc des e-books, des rapports, évidemment des livres blancs, des études de cas, parfois qui sont produits par la Corp qu'on localise en France et qui sont personnalisés par rapport aux enjeux de nos cibles. Donc, personnalisé en fonction des process financiers que l'on adresse. Ça peut être la consolidation statutaire, ça peut être le budgeting, le planning, et on essaye de les mettre à jour régulièrement. En général, on change sur chaque campagne les assets au maximum tous les 6 mois. Oui, alors vous êtes
néanmoins plus dans la qualité que la quantité. Hein, c'est aussi on essaye d'apporter une expertise à nos cibles, exactement. Voilà, c'est aussi une des clés et une des différences par rapport à l'inbound, où on est souvent dans la production régulière de contenu, je dirais, à faible valeur ajoutée. Là, il y a vraiment l'idée d'apporter un contenu à forte valeur ajoutée qui va vraiment éclairer les cibles pour les accompagner dans leur cycle de décision. On va continuer. Donc, étape numéro 4, personnaliser l'expérience digitale. Donc, on insiste sur cette idée de la personnalisation et c'est très important. Et donc là, comme vous l'avez vu, par exemple, sur l'exemple de Train Expo, on va faire en sorte que la landing page sur laquelle la personne arrive soit personnalisée par rapport à son secteur d'activité. Donc là, on a mis un exemple pour Hub1 où sur le site web, grâce à un outil qui va identifier l'adresse IP, qui s'appelle GetCantil dans ce cas-là, on va personnaliser le visuel de la landing page. Donc en haut, là, vous voyez, si on a reconnu que c'est une adresse IP dans la liste aéroportuaire, on va plutôt mettre un avion et puis écrit en gros aéroportuaire dans la proposition de valeur. Et en dessous, si on reconnaît que vous êtes une adresse IP du retail, plutôt mettre un centre commercial. Voilà, là encore, ça personnalise et donc ça rend plus interpellant la proposition qui est faite de rentrer en contact. Cinquièmement, je vais passer la parole à Matteo Rongo. On va parler de LinkedIn, qui est là aussi au cœur des dispositifs ABM. Donc, il y a vraiment une approche spécifique et je te passe la parole, Matteo, pour expliquer comment, à chaque cible, on déploie la bonne stratégie. Merci, Laurent. Bon, effectivement, LinkedIn aujourd'hui, c'est un des leviers premium qui nous laisse faire une stratégie ABM ponctuelle. Et nous, à l'agence, on a essayé de développer ces visuels pour montrer un peu comment on peut développer une stratégie aux mesures, aux besoins des clients, même aussi au budget des clients. Donc, dans ces cas, on voit les premiers exemples, c'est un ABM compte unique. Je vais diffuser la publicité sur LinkedIn ou les messages sur LinkedIn à un seul compte, à une seule société, et je vais arroser la pub à tout le monde. C'est une stratégie qui me laisse gagner une autorité avec tous les collaborateurs de la société, mais en même temps, c'est plutôt une stratégie d'autorité au lieu d'une stratégie de performance. Ça va me coûter moins cher parce qu'il n'y a pas une cible spécifique à adresser, néanmoins, c'est une seule société. Ensuite, je passe à une stratégie que je charge une liste de comptes clés et j'essaie aussi d'adresser ou de croiser ces données avec les data de LinkedIn pour juste diffuser la pub à les décisionnaires de ces sociétés. C'est une stratégie qu'on utilise énormément à l'agence pour toucher la bonne personne et adresser les contenus à la bonne personne. Néanmoins, les problèmes avec cette stratégie, c'est la quantité. On n'a pas beaucoup de personnes à diffuser la pub et pourtant, on attend que les gens se connectent à LinkedIn pour être diffusés. En troisième, c'est une stratégie qui s'appuie aussi des différents types de fournisseurs de data. Donc, dans ces cas, on va charger une liste des comptes et des adresses mail sur la plateforme de LinkedIn. On essaye de matcher ces comptes avec la base de données LinkedIn. Ça nous permet de diffuser la pub juste à les décisionnaires qu'on souhaite. Mais en même temps, on a un problème de diffusion parce que c'est un problème de matching des adresses mail perso ou pro avec LinkedIn. Donc, c'est une stratégie qu'on ne conseille pas, mais on l'a fait aussi pour des cas spécifiques. Et à la fin, c'est notre stratégie préférée. On va se focaliser sur une liste de mots-clés, pardon, des comptes clés. On va se focaliser sur une seule société aussi et on va adresser les prescripteurs et les décisionnaires de la société. C'est les stratégies qui permettent d'être influenceurs, d'être pertinents et en même temps d'adresser la bonne personne avec les bons messages. Puis il faut dire aussi que souvent tu rajoutes une couche de ciblage par la pertinence, par les intérêts et qui accélère encore l'efficacité. Donc, justement, c'est un sujet qu'on fait avec la plupart des clients. Je vais aussi parler après de qu'est-ce qu'on fait pour Tagetik. Et dans ce cas, on a une liste de comptes clés qu'on cherche sur la plateforme, qu'on cherche aussi sur la plateforme. Et on essaie d'adresser les messages ou utiliser les typologies de ciblage qui permettent LinkedIn. Dans ce cas, LinkedIn il nous laisse croiser les données avec les secteurs d'activité, avec les groupes d'intérêt. Donc, l'idée, c'est je vais diffuser la pub à la société spécifique, mais en même temps, je vais juste m'adresser à les directeurs RH, les DAF, ou la personne qui s'occupe de cybersécurité ou qui a montré un intérêt pour certains types de sujets. Donc, c'est une stratégie qu'on applique aussi avec Tagetik et ça nous permet de construire ensemble, parce qu'on le fait à partir d'un workshop,
qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi la capacité de LinkedIn pour nous donner un ciblage très pointu, très précis, et en même temps, comment on va suivre la campagne pour optimiser sa campagne et activer ou désactiver ce type de données que LinkedIn propose. Donc, c'est ce qu'on voit dans l'exemple ici de GTT pour montrer un petit peu, expliquer les carrés. Hein. Donc, on cherchait des chantiers de construction navale. En même temps, on a cherché vraiment la liste de sociétés qui a été rentrée dans LinkedIn. Et donc, c'est ce qu'on voit là, ici dans le carré rouge. Et on a rajouté une couche de ciblage par groupe d'intérêt. Et on a trouvé sur LinkedIn un groupe d'intérêt qui est LNG as Marine Fuel, donc tout ce qui est lié au gaz liquéfié. Donc, on a mixé ces différentes stratégies pour à la fois élargir le ciblage et le recentrer en même temps sur exclusivement les centres d'intérêt pertinents que l'on cherchait. Peut-être un mot, Catherine, sur ces différentes stratégies LinkedIn, avec Mathéo. Alors écoute, sur LinkedIn, c'est plutôt Mathéo qui est l'expert, mais c'est vrai que ce qu'on essaye de faire, c'est d'utiliser LinkedIn en ABM également, mais aussi de tester les nouveaux formats qui sont proposés. Donc ça fait partie de notre stratégie d'acquisition. Et LinkedIn, nous, ce qu'on recommande aussi, c'est de l'utiliser aussi pour le social selling. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, on pourrait en faire un webinaire dédié, mais d'utiliser LinkedIn et Sales Navigator pour rentrer en contact d'une manière un peu plus proactive, et c'est le principe de l'ABM. Hein. On n'attend pas, on rentre un petit peu, on doit rentrer en contact avec les cibles qu'on a identifiées, donc de donner cet outil aux commerciaux, ou voire même, souvent, ce qui est encore mieux, c'est de créer une étape intermédiaire avec les SDR, hein, donc les Sales Development Responsables, qui sont vraiment au milieu et qui vont être, eux, d'une manière proactive, chercher à solliciter ces contacts, notamment en utilisant donc LinkedIn. Merci, on va passer à l'étape numéro 6 et là on va parler publicité display et d'IP advertising. Est-ce que donc Mathéo, tu peux nous en dire plus et déjà nous expliquer ce que c'est l'IP advertising? Alors donc, juste pour être clair, on a cherché aussi différents leviers qui ont pu modéliser aussi à partir de l'ABM. Parce qu'on a réussi à voir que les gens sont connectés sur LinkedIn, mais aussi sont connectés sur la web entière. C'est-à-dire, et je ne passe pas tout mon temps sur LinkedIn. Donc, dans ces cas, on a trouvé des fournisseurs qui nous permettent d'identifier les IP à partir du SIRE pour chaque société. Ces listes des IP, on va les charger sur différents types de plateformes qui nous permettent d'identifier ces IP qui normalement sont des IP et des data publiques qui donnent les gouvernements. Et si on va la croiser avec la plateforme de diffusion pour diffuser la publicité avec des éditeurs premium, mais juste pour la personne qui est connectée avec ces IP. Pourtant, c'est quelqu'un qui se connecte avec l'IP de la société qui est lié aussi à son ordinateur. Donc, dans ces cas, on est dans une stratégie pure ABM avec un wish list des sociétés qu'on veut. Néanmoins, on ne peut pas croiser avec un profil décisionnaire ou prescripteur, mais on sera avec des prix tellement moins chers que LinkedIn. Il va nous permettre aussi de faire un espace publicitaire premium sur des éditeurs qu'on souhaite. Donc, c'est une autre stratégie qui nous permet de passer à un levier différent de LinkedIn et aussi répéter les messages sur un écosystème complètement différent. Donc, on peut montrer un exemple ici avec HP, hein, où donc globalement, la campagne que vous voyez en bleu, lorsqu'elle est diffusée sur Challenge, si la personne est dans notre liste de sociétés, ben, elle s'affiche, c'est ce que vous voyez en haut, et si elle n'est pas dans notre liste de sociétés, il n'y a pas de pub, ou il y a une autre pub qui va s'afficher. Voilà l'exemple concret de ce qu'est l'IP advertising. Catherine, un mot sur ce sujet? Oui, alors, ce qui est très intéressant dans l'IP advertising, le fait de pouvoir s'afficher uniquement auprès de nos cibles et donc de rationaliser nos budgets, ça nous permet d'être très visible et d'avoir des formats qui sont plus intéressants sur des grands médias. Et donc, sur le réseau de sites que tu as montré au préalable, voilà, ça nous permet d'avoir accès justement à un inventaire et ça nous permet de répéter et de diffuser plus largement que si on s'affichait auprès de tout le monde. Et donc, ce qui est intéressant aussi en IP advertising, c'est qu'on a accès à des formats qui sont moins publicitaires.
comme le Nativad. Mathéo, est-ce que tu peux expliquer un peu les nouveaux formats que tu déploies? Oui, donc un point sur l'AVM, c'est accéder à un inventaire précis avec la liste des comptes clés. Et c'est aussi tester différents types de formats parce qu'on centralise toute l'opération sur une seule plateforme. Donc, on fait une exposition des médias à partir des native ads, qui c'est les formats qu'on voit dans l'écran, ça permet d'intégrer en native un format publicitaire sur un article. Ça permet d'identifier quelque chose qui est très naturel, très facile à digérer. En deuxième, on a des formats IAV très connus, très faciles à avoir aussi, très visuels. Et c'est des formats qu'on affiche avec les écoles dans ce cas. C'est un partenariat qu'on fait directement avec eux et on applique la liste AVM aussi. Et ensuite, on fait aussi des formats plus visuels, plus grands sur le web, qui dans ce cas, on l'appelle H ou habillage. Et c'est un format aussi qui met les mêmes sujets, liste AVM plus éditeur premium. Donc, c'est des formats qui nous permettent de répéter, de coordonner les messages d'une façon différente et itinérants aussi sur les mêmes éditeurs ou sur différents types d'éditeurs. Un mot, Catherine, peut-être sur ces formats. C'était une campagne qu'on avait menée spécifiquement à une période cible pour adresser vraiment une liste de cibles spécifiques sur les échos, qui est vraiment le titre premium lu par les directions financières. Et donc, c'est un format très impactant et on peut se dire qu'il est, oui, effectivement cher, mais il faut bien redire, et c'est l'intérêt de l'ABM et de l'IP targeting, c'est que exclusivement et que les sociétés qui sont dans votre liste voient cette pub. Donc, c'est ça. Et les commerciaux, peut-être on peut dire un mot, quand ils l'ont vu, quelles ont été les perceptions aussi en interne? J'imagine qu'ils se disent, bah alors, ouais, ils ont parfois l'intérêt que justement on n'en fait pas assez parce qu'ils sont pas forcément ciblés. Ils sont pas dans les listes. Donc ça évidemment on leur communique lors de nos réunions hebdomadaires. Donc là on voit vraiment l'intérêt du format. L'arche, l'habillage qui permet d'être extrêmement visible sur des sites, les Échos, la Tribune, le Monde informatique, qui sont complètement dans nos cibles, qui sont complètement celles que vont lire nos cibles, auxquelles on n'aurait pas eu accès autrement que via ce format ABM. Merci. Donc, continuez ici à poser vos questions, on y répondra à la fin. Et donc, merci Mathéo pour cette approche de la programmatique publicitaire, donc l'IP targeting. Et donc, on va continuer. On passe à l'étape numéro 7. Donc, automatiser et personnaliser. Donc, c'est pas toujours facile de lier les deux, de à la fois être capable d'automatiser, mais garder une extrême personnalisation dans les messages. Donc, là encore, à minima, donc ça c'est un exemple d'une campagne d'emailing qu'on a là encore lancé pour HP avec une tactique où on va chercher à rentrer en contact avec les cibles. Et donc, vous voyez les différentes étapes, pardon pour les différents slides. Et surtout, ce qu'on a travaillé, là encore, c'est les visuels. Vous voyez que selon les marchés, le visuel était différent. Donc, avec la logistique, un visuel spécifique autour de la tablette. Il y en avait aussi le BTP, l'énergie, où on avait mis ce visuel de photo, là, le visuel. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment l'idée de la personnalisation. Mais on peut aller encore plus loin, une étape d'après, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de intégrer une personnalisation même dans les visuels. Donc là, c'est un exemple qu'on vous a mis où on essaye de proposer prenons un café ensemble, c'est ça le message du visuel de gauche, vous voyez le message qui vient de Guillaume, et en fait, vous voyez où il y a marqué first name ici, dynamiquement, notre outil de routage emailing va personnaliser dans la typo manuscrite le prénom de votre prospect, Nathalie, et le message, c'est de dire, voilà, et si on prenait un café ensemble pour discuter de ce sujet. On a mis un autre exemple en haut où on arrive même à incruster le logo. Vous voyez ici sur le studio vidéo où on fait une proposition. Donc là, on a écrit à Porsche, c'est pas très bien visible, mais et on a directement mis le logo de la marque en disant, venez faire des tournages dans ce studio qui est le client pour lequel on travaille. Autre exemple ici, où on a intégré, donc là c'est une maquette de ce qu'on a fait
pour RSI, ou donc comme RSI est la cible, et donc on intègre le logo du client directement dans le message. Donc ça là encore, l'idée c'est de chercher à avoir un impact pour émerger dans la liste des mails. Et comme on a fait le travail en amont de bien travailler sa reason why, vous vous souvenez, l'étape numéro 2, on est certain d'être pertinent et donc on a des meilleurs taux d'ouverture versus tous les différents emails qu'on peut envoyer. Étape numéro 8, ouvrir les portes des rendez-vous. C'est aussi le rôle du marketing de concrètement aider les sales à obtenir des premiers rendez-vous. Et donc, on va essayer d'ouvrir ces portes en général en envoyant quelque chose là de physique qui va créer cet étonnement et qui va faciliter le contact téléphonique, soit du commercial direct, soit du SDR, si on a vu tout à l'heure qu'on avait des SDR. Donc, ben voilà, on vous a mis quelques exemples. On envoie encore pas mal de mailing vidéo. Hein, vous avez certainement déjà vu ça. Donc, quand vous ouvrez le mailing, ben, il y a une vidéo qui se déclenche. Vous voyez ici, on avait même collé la carte visite du commercial. Donc, ben, là encore, vous recevez une enveloppe un peu significative, vous l'achetez pas, vous regardez. Et ce qui est intéressant dans ces mailings vidéo, c'est que chaque mailing peut être différent en termes de vidéo. On peut mettre la vidéo cas client de tel marché pour tel client. Et donc, on a là encore l'idée de la personnalisation des messages. Autre idée qui fonctionne, et on en a fait beaucoup, l'idée d'envoyer des mugs personnalisé au nom du prospect. Hein, donc, quand j'envoie à Catherine ou à William un mug personnalisé au prénom, ben, vous le jetez pas, vous en faites à minima un pot à crayon. Et quand je vous rappelle dans les quelques jours après, eh ben, il y a l'acceptabilité du contact téléphonique et la conversation qui se fait. Donc là, par exemple, l'enjeu, il est dans l'hyper-coordination avec les sales. Donc, c'est ne pas envoyer des grandes vagues de mailing et de faire en sorte que, il est important de faire en sorte que le rappel se fasse vraiment dans les quelques jours qui suivent l'envoi du mailing et pas quelques semaines ou mois après, ça perd tout impact. Autre idée ici de ce qu'on a fait pour Atos dans une campagne avec Google Cloud où on voulait valoriser le message qui était « Venez vous connecter au cloud de Google et vous allez ouvrir vos possibilités d'interconnexion ». Et donc, on a envoyé une prise multiple, comme vous la voyez ici, aux couleurs de Google. Il n'y avait pas du tout de message autre que cette idée brancher votre SAP, c'était donc au monde ouvert de Google Cloud. Et donc, on a eu beaucoup de succès, de retour à cette campagne parce que quand vous recevez une prise multiple, c'est quand même assez original. Là encore, vous la gardez au bureau et ça aide à créer ce contact téléphonique. Ce qui est important de dire, c'est que le choix de l'objet, le choix de ce qu'on envoie, ça doit pas être un goodie, ça doit pas être un cadeau. Donc, il y a un vrai travail de recherche un peu créative à faire sur ce que l'on envoie. Quelque chose de plus classique, mais qui fonctionne aussi très bien, qui est une offre que l'on a montée qui s'appelle Covers the Magazine, parce qu'en fait, on va prendre un titre de la presse et on va faire une couverture qu'on va rajouter par-dessus. Donc là, vous voyez deux exemples qui ont été réalisés par les équipes avec Epoca, donc concernant Anaplan et concernant Google Cloud, où on a encapsulé le magazine, donc LSA parce qu'il cherchait à toucher le retail et l'usine nouvelle parce qu'il cherchait à toucher l'industrie. Et donc dedans, il y a un magazine, bien dans l'enveloppe, il y a un magazine que vous trouvez en presse, mais qui a été customisé en y rajoutant une brochure spécifique et un habillage en une bague, en fait, comme vous le voyez ici. Donc ça aussi, ça a un impact parce que quand la cible elle va ouvrir le mailing, elle se dit, bah oui, tiens, ils sont pertinents dans ce secteur parce que Google est pertinent dans l'industrie et en plus, le message commercial est porté par la brochure qui est intégrée et joint avec le mailing. Étape numéro 9, on arrive à la fin, donc gagner les appels d'offres. Donc là, ce qui est important, ça va être de refaire des petites opérations chirurgicales pour faire en sorte que on gagne bien les appels d'offres sur lesquels on est. On a mis ici un exemple de Cofidis Retail qui était en appel d'offres avec Leroy Merlin. Et donc, on a fait une micro-campagne chirurgicale sur exclusivement la population de Leroy Merlin pour leur rappeler, alors qu'ils étaient dans le process de réflexion, qu'il fallait absolument qu'ils choisissent une solution qui facilite le paiement plus rapide en caisse. Alors, bien sûr, il faut être là au score subtil
dans les messages. Hein. On ne peut pas faire une campagne qui dit spécifiquement chez Leroy Merlin, chez Cofidis, on est les meilleurs pour Leroy Merlin, mais on a justifié le choix de Cofidis Retail par un contenu qui disait 31 des consommateurs souhaitent bénéficier d'options de paiement plus rapides. Et donc, Cofidis apportait une réponse concrète à ce besoin exprimé par le client. Et on arrive à faire des campagnes avec des budgets très limités et très réduits parce qu'on est une nouvelle fois très ciblé. Là, c'était du LinkedIn. Et étape numéro 10, c'est de bien définir et piloter les KPI, hein, faire en sorte que on soit bien tous d'accord sur l'objectif des campagnes. Hein. Vous vous souvenez, c'était un des objectifs qu'on avait défini en amont à l'étape numéro 1 dans la coordination avec les sales. Donc là, c'est de bien piloter les KPI. C'est par exemple aussi envoyer, par exemple, tous les jours ou toutes les semaines aux sales des informations sur ce qui se passe sur les comptes, sur leurs comptes. Hein. Donc là, on va utiliser 2 outils comme Visibly ou GetQuanti et tous les jours ou toutes les semaines, ça c'est ce qu'on va programmer, les commerciaux vont recevoir l'information que Jiffy, admettons, qui est dans leur liste de cible compte, est venu sur le site, combien de fois, etc. Donc ça permet là encore de valoriser l'activité du marketing auprès des sales et ils se disent, bah ouais, tous les jours, il se passe quelque chose et grâce au marketing, ça rentre mieux mon message dans mes comptes, que j'ai déjà eu un contact avec eux ou que je sois en phase d'approche. Le marketing contribue vraiment activement à mon action commerciale. Ensuite, donc, ce qui est important, c'est aussi de partager des KPI sur les investissements médias, sur le nombre de leads, sur les différents leviers. Donc, nous, on a mécanisé un peu des approches qu'utilisent tout simplement les outils Google, mais qui permettent vraiment d'avoir une visibilité en temps direct, une transparence sur les investissements. Et on peut aller aussi dans la précision, par exemple, ce qu'on a mis ici dans le carré bleu, ce qu'on a fait avec LinkedIn, lorsqu'on diffuse des vidéos, on peut savoir si elles sont vues à 25%, 50%, 75%, 100%. On peut vraiment aller dans la granularité des détails qui permettent vraiment d'aller piloter les KPI et d'ajuster le plan à fur et à mesure. Après, il y a quand même un élément un peu central dans l'efficacité, c'est de vérifier que les cibles que l'on cherche à toucher sont bien réellement venus et qu'on a réussi à les engager parce que finalement c'est ça l'objectif de notre campagne. Donc là c'est des chiffres fictifs mais c'est pour vous donner un peu un exemple. Donc admettons qu'on cherche 184 entreprises cibles qui ont été validées à l'étape 1 avec les sales. Combien sont venus à minimum une fois sur le site et grâce à un outil visible on a identifié, combien de ces 67 ont rempli un formulaire, là, par exemple, il y en a 24, et qu'au-delà du site web, on a réussi à en engager 35 grâce aux mécaniques propres à LinkedIn et notamment au lead gen form, parce que les cibles peuvent directement compléter le formulaire sur LinkedIn. Donc, c'est pour ça qu'on passe de 24 à 35. Et combien dans ces 35 cibles de personnes ont été engagés. Donc, ça, c'est des informations qu'on va remonter grâce aux différents formulaires. Et chez Total, admettons qui est notre cible, on a eu 4-5 personnes. Et donc, vous vous souvenez, c'est la pyramide dans l'autre sens, où là, on va chercher à réengager de plus en plus l'entreprise d'une manière horizontale. Comment se passe, Catherine, ce partage des KPI, que ce soit avec la direction ou avec les sales? Alors nous, évidemment, pour mesurer l'impact de l'ABM, c'est ça le premier critère, c'est le pourcentage de sociétés qui sont dans la liste qui vont aller visiter notre site web. Après, une fois qu'ils sont sur notre site, à nous de les convertir et ça, on va évidemment le traquer et le suivre dans le CRM. On s'est donné des objectifs ambitieux avec Mathéo. Et aujourd'hui, on est à plus de 80% des sociétés de notre liste, peut-être même plus aujourd'hui, qui sont venues sur notre site. Mathieu, il va me dire plus. Effectivement, ouais, c'est exactement. C'est un ROI qui est assez surprenant. La quantité des pourcentages qu'on arrive à faire rentrer à partir de l'ABM. Notre focus, c'est cibler en 100% des sociétés et faire rentrer en 100% des sociétés. Aujourd'hui, la mesure, il reste en 90% un maximum. Et l'avantage aussi qu'on a oublié de dire, c'est les contenus qu'on va adresser après que la société a rentré. C'est-à-dire, ce n'est pas les mêmes contenus qu'on diffuse en targeting qu'on va diffuser en retargeting avec les sociétés qu'on a ciblées. Et c'est ça la clé des réussites de la campagne.
Merci Mathéo et merci Catherine de ces précisions. On va prendre quelques questions. On est arrivé donc au bout de nos 10 étapes. Hein. On va pouvoir conclure ensemble et on vous remontre ici les 10 étapes. Mais j'ai quelques questions intéressantes et je vous remercie. Et je vais commencer par Victoire Ferrari qui pose une question liée à la mise à jour du CRM et de la data. Comment faire comprendre aux sales qu'ils doivent absolument mettre à jour la bonne hygiène de la data? Peut-être que Catherine peut témoigner. Est-ce que c'est une difficulté chez Tagetik ou est-ce qu'il y a un vrai, là, on travaille encore en équipe pour faire en sorte que le CRM, je ne sais pas ce que vous utilisez, soit à jour? Oui, c'est un sujet permanent. La clé, je pense que c'est la communication qu'on a entre le marketing et les commerciaux, évidemment, leur faire comprendre que c'est dans l'intérêt de tous de mettre à jour les données. C'est un travail de communication et aussi de volonté de la direction d'appuyer le message que nous, on peut porter côté marketing. Merci Mathéo. Une question sur l'IP targeting et le RGPD. Et en même temps, on peut parler IP targeting et le télétravail. Effectivement, vu qu'on va passer dans la notion de box perso, comment on fait? Et je remercie d'ailleurs Rachid Amadé pour cette question pertinente. Et Céline Fernandez, voilà. À toi Mathéo. L'IP targeting et l'RGPD, c'est complètement compliance. En fait, ça va être ciblé, pas forcément la personne, ça va être ciblé la société. Donc, dans ces cas, on est compliance parce qu'on ne cible pas la personne, on n'aborde pas la privacité de la personne, on est juste sur une société. Donc, c'est une technique et c'est une question aussi qu'on a abordé plusieurs fois. Est-ce que les gens, avec la mise en place de la RGPD, ont posé ces questions sur la privacité? Donc, la base de l'IP, c'est rester dans la mesure de la société et pas de la personne. Et c'est quoi la deuxième question, Laurent? Face au télétravail, comment aujourd'hui on fait pour continuer à cibler une personne alors qu'elle n'est plus au bureau avec son adresse IP pro, mais chez elle? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y a les VPN. La plupart des sociétés aujourd'hui, les grosses sociétés, et pour sécuriser ces données, pour sécuriser aussi la connexion, ils sont connectés avec un VPN des sociétés. Donc, ces VPN, ils restent avec l'IP qu'on va adresser en hyper-targeting. La deuxième partie, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, il reste aussi avec une seule adresse IP qui est intransférable, en fait. Donc, c'est un autre facteur qui nous laisse aussi continuer à adresser les gens avec l'IP-targeting. Merci. Peut-être une dernière question de Stéphane Balzerac. Quels sont les délais pour mettre en place une campagne ABM et pour sa réussite? Et je compléterai, est-ce qu'il faut faire des campagnes très courtes ou des campagnes ongoing, à votre avis? Catherine? Moi, je dirais plutôt ongoing parce qu'il faut quand même un petit peu il faut quand même quelques semaines pour avoir des bons résultats et il faut faire ça dans la durée, clairement. Je vais juste faire un commentaire par rapport à ça. Catherine, tu peux m'arrêter aussi. Mais c'est la façon que tu as commencé la campagne il y a 200, 300 à peu près. Et qu'aujourd'hui, les CPL qu'on obtient pour la campagne, c'est 4 fois moins cher qu'on avait obtenu au début. Donc, c'est un travail ensemble d'adresser bien la cible, d'affiner ce ciblage, de se dire, ici, il y a les data qu'on collecte, qu'est-ce qui ça nous intéresse de ces data et qu'est-ce qu'on peut obtenir ou exclure. Donc, c'est un travail ensemble. Et c'est une relation qu'on a construite depuis 2017 pour travailler ensemble. Et aujourd'hui, on collecte ce travail qu'on a fait ensemble. Merci. On va dire merci à nos témoins et invités, notamment Catherine Boger de la Roque. Je rappelle, vous êtes directeur marketing de CCH Tagetik, un gros éditeur pour le monde de la finance. Merci Laurent. Non, merci tous de ce témoignage. Merci aussi au Cercle du marketing client. Et on n'a pas pu prendre toutes les questions, mais on va essayer d'y répondre personnellement. Vous pouvez aussi me contacter pour en savoir plus. Et avant de terminer, je voudrais vous inviter au prochain rendez-vous, en plus de ceux du Cercle marketing client que vous a présenté Florent au début, avec mardi 19 mai, un webinar avec Epoca et stratégie pour
vous donner les résultats d'une étude qui a été menée auprès de 800 décideurs sur leur perception de la crise et les perspectives à venir. Et puis aussi le jeudi 18 juin, un webinaire dans le cadre des matinales B2B dédié au marketing relationnel où on va parler data jusqu'au e-commerce et technologie pour le digital. Merci encore de votre attention et on vous dit à très bientôt. On va terminer avec une petite vidéo. Yeah.